j'ai envie de poser exactement la même question à toi, Anas. Qu'est-ce que tu as pensé après avoir vu justement ce massacre qui a pu se passer sur le camp de Jabalia, qui est un camp de réfugiés palestinien qui est très représentatif de la situation palestinienne. Quand on frappe ce camp, on frappe aussi la misère, la situation de misère dans laquelle sont les Palestiniens depuis des dizaines et des dizaines d'années. Déjà, les images, elles sont terribles. Déjà, de ce bombardement, il faut savoir que le camp de Jabalia, c'est le camp le plus ancien des réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza. Donc, ça a une double connotation aussi politique. On frappe au cœur parmi les Palestiniens qui ont subi la Nakba et qui sont partis se réfugier du côté de la bande de Gaza. C'est le territoire, ce camp-là, Jabalia, c'est le territoire le plus dense de l'humanité. C'est-à-dire c'est là où au mètre carré, il y avait le plus de personnes. Et ce qui amène de l'horreur en fait à ces massacres et ces bombardements, c'est en plus de ça que jamais dans aucune guerre, je veux dire, on peut comparer les guerres récentes, etc., qu'on peut voir, ou ne serait-ce que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, la différence centrale qu'il y a notamment avec le peuple palestinien, c'est qu'ils sont sous blocus. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il faudrait imaginer, on met des gens dans une chambre, on les enferme et on bombarde au-dessus des personnes qui sont bloquées entre quatre murs. Ils ne peuvent pas s'échapper d'un côté. Et même les peu de fois où on va leur dire descendez, quittez la bande de Gaza, la bande nord de Gaza, descendez vers le sud, on a vu ces convois humanitaires, ces gens qui ont essayé de fuir, être bombardés. Donc oui, c'est un massacre. Moi, je le dis avec la plus grande force et fermeté. C'est un génocide qui est en train de vivre le peuple palestinien. Il n'y a aucune défense là-dedans. C'est simplement un massacre. Lorsque vous avez le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui explique qu'il va, sans le dire de cette manière-là, mais annexer d'une forme sécuritaire dans un premier temps la bande de Gaza à la fin des bombardements, lorsqu'on voit des soldats israéliens mettre dans certains balcons de bâtiments qui tiennent à moitié debout des drapeaux israéliens pour dire ici c'est la terre de l'État d'Israël, etc. On voit que c'est un continuum d'un projet colonial sous prétexte de se défendre. On ne voit aucune défense là-dedans. Lorsqu'il y a 4000 enfants, bébés qui sont tués sous les bombardements, lorsqu'on envoie des bombes de une tonne sur des populations, sur des civils, il n'y a aucune forme de défense là-dedans. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un génocide. Justement, Anas, est-ce que cette volonté de criminaliser à juste titre le Hamas, mais est-ce que le fait de le condamner de terroriste et de dire qu'on ne peut pas discuter avec lui, est-ce que c'est un petit peu ce qui permet aujourd'hui ce totalitarisme dans la guerre, même si voilà, on nous présente ces attaques comme des attaques qui pourraient être ciblées. Moi, je le reçois un petit peu comme ça. C'est vrai que, bien sûr qu'il y a ces otages et qu'il faut tout faire pour les libérer, mais quand on bombarde comme ça, on se dit que même pour les otages, c'est risqué, quoi. Non, mais déjà, la première chose, je pense qu'il faut dire avec beaucoup de clarté, il n'y a personne, je pense, dans ce plateau qui se réjouit de la mort de civils. D'accord ? On est tous peinés et tristes que des civils soient tués ou pris en otage. Moi, je ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. C'est une organisation politique qui est élue par le peuple palestinien, qui fait partie des organisations... Qui a été élu en 2007, derrière dissous par le Fatah avec le soutien des États-Unis, et qui a ensuite repris le pouvoir via un coup d'État, qui actuellement n'est pas élu, en tout cas à Gaza. Qui est une organisation nationale de la résistance palestinienne, etc. Donc avec le massacre d'enfants, le kidnapping d'enfants, pour vous, ça ne relève pas du terrorisme? Non, c'est pas du terrorisme. C'est pas du terrorisme. Il y a énormément de sociologues et d'historiens et autres et de gens spécialisés. Vous avez le droit de penser que c'est grave. Néanmoins, moi, vous connaissez mes positions. Je suis marxiste. Je suis en désaccord avec la stratégie, avec l'orientation politique que va prendre un groupe comme le Hamas. Moi, je suis pas pour qu'on tue des civils, qu'on kidnappe des gens, etc. Sur la question des otages, le problème, c'est que l'État d'Israël aussi n'en a que faire en réalité des otages. Ça a été de la bouche de beaucoup de membres du gouvernement qui ont dit que coûte, en fait, la question, elle est d'écraser
totalement la bande de Gaza. Je veux dire, quand on a parlé de Jabalia, tu as parlé de 2 responsables du Hamas qui seraient tués dans ce bombardement. L'État d'Israël revendique également le fait qu'il y ait eu 7 otages israéliens qui soient tués dans le bombardement de Jabalia. D'ailleurs, il y a 356 soldats israéliens qui sont morts aussi depuis... Derrière, il faut aussi discuter à échelle de ce qui existe, parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y a que d'un camp qui aurait vécu des choses et qui vit des familles qui vivraient quelque chose de difficile. De l'autre côté, il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont enfermés, qui sont emprisonnés, parfois ad vitam aeternam. Enfin, il faut savoir qu'il y a des tribunaux administratifs où, comme ça, tous les 6 mois, sans aucun procès. Il y a plus de 1500 personnes qui sont enfermées en Israël, du côté d'Israël pour des faits où il n'y a aucun jugement ni quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont même parlé de ces personnes comme des otages aussi. Je veux dire, ça c'est même pas moi, c'est une des secrétaires de l'ONU qui a, sur les travailleurs gazaouis, des milliers, plus de 4000, qui ont été pendant 3 semaines sous-alimentés, frappés, des gens qui étaient dans des hôpitaux à Tel Aviv, Jérusalem et autres. Même avant le 7 octobre. Qui ont été kidnappés, je veux dire, où ça a fait des traînes sur TikTok et autres, où on se filmait avec des gens, des travailleurs gazaouis dans le coffre de leur voiture. J'ai vu personne, aucun responsable politique condamner ça. On a vu des gens dans des spaces dire qu'ils se considèrent comme nazis, qui maudissent la population palestinienne, des gens sur TikTok qui chantent le fait qu'il n'y ait plus d'enfants, qui sont heureux, qu'il n'y ait plus d'enfants dans les écoles parce qu'ils ont bombardé, ils ont tué tous les enfants. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi raison garder et voir quelle est la situation, c'est-à-dire qu'il y a une population qui est opprimée depuis des décennies et des décennies, et qu'à un moment donné, il faut aussi partir de ça. Sinon, en fait, on parle d'otages, mais on fait comme s'il y avait une population qui vivait normalement et qui avait décidé de prendre de... Même si tu ne soutiens pas cette attaque, pour toi, c'est une forme de légitime défense due à la situation coloniale et à la brutalité du régime israélien sur le peuple palestinien. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthodologie-là, mais il faut aussi voir ce que revendique le peuple palestinien, c'est-à-dire qu'il lutte pour son autodétermination. Et moi, je soutiens en tant que marxiste l'autodétermination du peuple palestinien à pouvoir récupérer ses terres. Je veux dire, la Nakba dont on a parlé, c'est plus de presque 1 million de personnes qui ont dû quitter la Palestine. À un moment donné, vous pouvez pas. Je veux dire, de la même manière que je ne suis pas pour 2 États entre la France et l'Algérie au moment de la colonisation de l'Algérie, où on n'a pas dit coupons Alger, la moitié c'est la France et l'autre moitié les Algériens, faites-en ce que vous voulez. De la même manière, je ne suis pas pour une solution à 2 États, mais je suis pour un État socialiste palestinien dans lequel juifs et arabes peuvent vivre en totale liberté, en totale symbiose, etc. Mais pour moi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste on découpe une part de gâteau et tu gardes ceci et tu gardes cela. Comme l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans, je considère qu'il y a une colonisation depuis 75 ans d'une terre palestinienne où on a dit aux gens « cassez-vous ». On a fait des lois, je juste termine là-dessus, la loi des absents. Je veux dire, quand vous voyez des gens avec des clés dans des manifestations, c'est parce qu'en fait, on a interdit aux personnes qui ont quitté leur domicile et leur terre de pouvoir revenir, mais également à tous leurs descendants. C'est-à-dire que si vous êtes Canadien demain et que vous avez envie de vous installer en Israël, vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit d'avoir même la nationalité israélienne. Si vous êtes juif, voilà, Canadien juif. Oui, voilà. Et si vous êtes un petit-fils d'un Palestinien qui a vécu la Nakba, vous n'avez même pas le droit de récupérer ces terres. Il faut aussi discuter un peu des faits historiques et de ce qui se passe et de pourquoi aussi, lorsqu'il y a oppression, et dans l'histoire, et heureusement qu'il y a résistance, à chaque fois qu'il y a eu oppression, il y a eu résistance. Heureusement que les insurgés de Saint-Domingue ont résisté et ont récupéré leurs terres. Heureusement que les Algériens ont lutté. Heureusement que Mandela a lutté. C'était des gens qu'on qualifiait de terroristes. Le FLN, on le qualifiait de terroriste. Le Mandela, on le qualifiait de terroriste. Et à un moment donné, il faut voir aussi qu'il y a une lutte coloniale. Et puis même pour rester sur le et que ça ne fait pas de nous des pro-Hamas ou des soutiens de Hamas ou des soutiens de la stratégie de Hamas. Vous relativisez quand même sur l'OLP. Je sais pas ce que j'ai si on reste sur ce relativisé, territoire, l'OLP aussi était considéré terroriste. Oui, vas-y, Anas et ensuite Sandrine quand tu veux. Non, mais ça montre déjà plusieurs choses. La discussion, c'est qu'on ne joue pas à cache-cache avec la question de la Palestine. C'est-à-dire que moi, je vous pensais une personne de gauche. Vous n'êtes pas de gauche peut-être sur des revendications de salaire ou des retraites ou autres. Mais on voit que sur la question coloniale, vous défendez
le fait qu'un État colonisateur puisse exister en tant qu'État colonisateur et continuer la colonisation. Madame Seban justifie totalement les massacres. Tout à l'heure, elle a dit que Israël avait le droit de se défendre et donc c'était face à une organisation avec laquelle on ne peut pas négocier. Donc vu qu'on ne peut pas négocier, c'est cette expression que vous avez utilisée tout à l'heure en essayant de tourner ce que j'ai dit avec clarté, que je vais redire après, mais la fin justifie les moyens, c'est-à-dire la fin de raser la bande de Gaza justifie. C'est-à-dire qu'on a condamné, et je vais le dire, je condamne avec la plus grande fermeté le fait que des civils soient tués. Voilà. Vous n'avez à aucun moment, Madame Seban, condamné le moindre mort, c'est-à-dire vous avez considéré que c'est des victimes collatérales. Je l'ai dit en préambule. Une victime collatérale, je l'ai dit dès lors que j'ai commencé mon intervention. Excusez-moi. J'ai dit une vie palestinienne vaut une vie israélienne, mot pour mot. Oui, mais ça c'est une généralité. Pour dire après que victime collatérale, ça relativise le mort. Non, une victime collatérale, c'est qu'il n'y a pas de chance. Je n'ai même pas envie de m'expliquer parce que de toute façon on essaye de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Une victime collatérale, c'est la faute à pas de chance entre guillemets. C'est-à-dire fallait pas être là, vu qu'on doit viser des tunnels, manque de peau, il y a votre bâtiment, excusez-nous, mais il y a un tunnel en dessous de vous, donc s'il faut qu'on rase l'intégralité du bâtiment, prenez du plaisir, je ne prends aucun plaisir. Et c'est là où ça montre à quel point la question palestinienne elle est centrale, c'est-à-dire que je suis en désaccord avec ce qu'a dit Sandrine Rousseau sur tout à l'heure, il faudrait un peu ramener à la raison l'État d'Israël. Je veux dire, c'est un gouvernement dans lequel il y a des militants d'extrême droite qui sont pour le projet d'Israël, c'est-à-dire la conquête totale et l'expansion du projet d'un État juif qui aille au-delà même des frontières. Ça a été rappelé par Mathieu. Comment dire ? Je ne pense pas avoir du tout utilisé ce mot-là. Non, mais c'est-à-dire de négocier et de dialoguer en fait avec... Mais non, j'ai dit au contraire que justement il ne fallait pas le faire. Moi en tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité... Je dis qu'on ne soutenait pas un gouvernement d'extrême droite d'aucune manière. Je veux dire par là, si on était dans les années 50 et qu'on discutait sur l'Algérie, votre position elle est de dire bon, il faut essayer de discuter d'une position à deux États. À un moment donné, ma gauche à moi et en tout cas la gauche à laquelle je crois, c'est-à-dire c'est une gauche qui est profondément anticoloniale, profondément anti-impérialiste, qui voit le rôle que joue la France aujourd'hui. Yael Braun-Pivet qui s'est déplacé et qui est parti dire que Israël avait le droit de se défendre. Je veux dire, Emmanuel Macron qui à aucun moment n'a condamné le moindre massacre. Absolument. Vous prenez les tweets d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine et vous les mettez en symétrie avec les tweets sur la question palestinienne. À aucun moment, ça a été condamné. Donc je ne sais pas moi de quoi on parle. Moi je ne suis pas pour les méthodes du Hamas. Ce sont des méthodes, vous les qualifiez d'attentats ou autres, je ne suis pas pour les méthodes de tuer des gens. Par contre, si vous me demandez à moi mes méthodes en tant que marxiste, c'est typiquement par exemple ce qui s'est fait au moment de Sheikh Jarrah en 2021, où là pour le coup à Jérusalem on a tenté d'expulser les familles arabes. C'est la grève générale, il y a eu un début de grève générale, c'est les mobilisations des masses arabes, parce qu'il ne faut pas se mentir, le peuple palestinien n'obtiendra jamais son autodétermination aujourd'hui tel que c'est uniquement par la force de résistance du peuple palestinien et de la dénonciation, parce qu'ils sont écrasés militairement avec une armée qui est l'une des plus importantes, les plus organisées, qui fournit des logiciels de géolocalisation, d'écoute, etc., qui sont ultra performants. Je veux dire, on ne va pas se mentir. Quelle est la solution alors ? Quelle est la solution, qu'on soit pour deux États ou pour la libération et l'autodétermination du peuple palestinien ? Qu'est-ce que vous proposez ? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je considère que les bourgeoisies arabes et les gouvernements arabes ont une grande responsabilité parce qu'il y a des mobilisations sur le terrain et que les gens devraient en fait se mobiliser et se coordonner avec des grèves massives en fait en soutien au peuple palestinien. Je pense que les travailleuses et travailleurs qui vivent dans les villes contrôlées par l'État d'Israël, comme elles se sont mis certaines et certains, souvenez-vous des manifestations à Jaffa, Haïfa et autres en 2021 pour dénoncer ce qu'était en train de faire le gouvernement de Netanyahou, je pense que ceux qui sont contre la colonisation de l'État d'Israël, et il y en a, je veux dire, heureusement qu'il y a des organisations comme Tzedek ici, l'UJFP, etc., qui dénoncent la colonisation. Moi, j'ai une camarade, Myriam Bregban, qui a été candidate en Argentine, qui a dénoncé clairement avec fermeté la colonisation de l'État d'Israël. Excusez-moi, mais c'est pour moi la lumière dans cette obscurité, c'est les États-Unis et c'est à la position de nombreux juifs et juives aux États-Unis qui occupent des gares, qui organisent des manifestations immenses, etc. Je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est faux de venir, et c'est dangereux. Surtout, c'est dangereux parce que
c'est mélanger sionisme et la question juive, et je pense qu'il faut faire attention parce que les Juifs ne sont pas un bloc monolithique. Moi, je suis né à Sarcelles et j'ai vécu mes meilleures années de jeunesse avec mes frères et mes sœurs juifs et juifs à l'école Jean Mermoz où j'étais, etc., au collège gallois. C'est une des plus grandes communautés juives d'Europe qui vit à Sarcelles. Je suis né dans cette ville et je suis fier d'avoir aujourd'hui énormément d'amis juifs. J'habite à Épinay-sur-Seine, dans un des quartiers où il y a la plus forte communauté juive aussi en région parisienne, et ça se passe très bien. Et les gens soutiennent pas, je vous assure, pour avoir discuté avec certaines et certains. Rejoins à 100%. Voilà. Les gens, si on leur tendait un micro et qu'on tendait un micro à ces personnes qui vivent à Sarcelles ou à Épinay-sur-Seine et qu'on leur disait, il y en a même des juifs orthodoxes, et on les voit parfois aux États-Unis, qui eux considèrent qu'ils ne veulent. Non. En tout cas, Monsieur Slama disait qu'il y avait un peuple juif et que le peuple juif, il avait le droit d'avoir cette terre. Et c'est le discours de Netanyahou, c'est-à-dire que tous les juifs du monde doivent venir en Israël. Je veux dire, chaque peuple a droit à la fameuse alia, la fameuse politique. Le droit à l'autodétermination est le premier des droits de l'homme. Non, mais moi je pense que les juifs, ils ont le droit à la sécurité et la liberté. Surtout dans le contexte de massacre. Vous connaissez les juifs dans leur histoire, vous ne pouvez pas leur nier d'avoir leur État. Mais là où vous avez raison, c'est que ça ne peut pas se faire au détriment des Palestiniens. Et donc la solution à deux États reste la seule. On va trouver un point d'accord. C'était même la condition des Anglais. C'était de ne jamais discriminer exactement les peuples autochtones. À un moment, le peuple palestinien doit subir par l'expulsion des terres les politiques de puissance impérialiste française et autres. Je veux dire, on a déporté des gens dans ce pays, il ne faut pas l'oublier, et donc en aucun cas ça doit se faire sur le dos des Palestiniens. Moi je pense que les Juifs et les Juifs qui vivent en Israël ou qui vivent ailleurs, mais comme les musulmans, les chrétiens et les athées et autres, les gens aspirent à la liberté et à pouvoir vivre en sécurité. Le problème, c'est qu'on leur explique que la seule sécurité qu'ils peuvent avoir, c'est dans l'entre-soi, dans le communautarisme, et d'en vivre ensemble et de se barricader. Je pense que des Juifs aimeraient bien. Je pense que des Juifs aimeraient. C'est un projet même laïque au départ. Mais je pense que des Juifs et des Juives aimeraient vivre au Canada, aux États-Unis, en France, en Algérie, au Maroc, et être libres et pas de se dire qu'on a besoin de. Mais c'est le cas, monsieur. Mais c'est le cas déjà. Il faut. Mais il faut des Juifs partout dans le monde. C'est dans la revendication de l'État juif qui fait cette référence. Il faut simplement différencier l'État colonisateur, le projet sioniste que mène l'État d'Israël, et la sécurité et la liberté des Juifs et des Juifs du monde entier à pouvoir vivre librement et qui n'ont pas spécialement envie d'aller vivre à Tel Aviv ou à Jérusalem. On peut se poser la question d'à quoi servent ce genre de discours. Vraiment, quand on se pose la question de pourquoi aujourd'hui c'est autant conflictuel, je suis désolé, j'ai l'impression que à part éloigner, et encore une fois, je vois que c'est très difficile même d'essayer d'expliquer ce qu'elle est en train de dire, tant c'est dégueulasse. Et j'ai vraiment l'impression que ça ne sert à rien d'autre que fracturer les gens, les éloigner les uns des autres, et essayer de faire rentrer dans un imaginaire, parce que c'était sur... C'est quand même sur les premières chaînes info de France. C'est pas non plus sur le dernier média d'extrême droite sur YouTube. Et j'ai vraiment l'impression que ce genre de discours sont des discours pour, je vais me permettre de le dire, pour foutre la merde, Anas. Je pense déjà que le premier responsable, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Enfin, il y en a un qu'on oublie souvent, mais c'est Éric Dupond-Moretti. C'est pas l'épicier du coin. Il a quand même dit que Jean-Luc Mélenchon, il cherchait les voix des barbus. Donc, excusez-moi, qualifier, c'est-à-dire la communauté musulmane, ou en tout cas les quartiers populaires ou autres, de barbus, c'est profondément islamophobe. C'est de la bouche de celui qui a été l'avocat de Mohamed Merah et qui vient nous expliquer à la télé que Jean-Luc Mélenchon, il va chercher la voix des barbus. Et on s'y est habitué, mais si on remplaçait barbu par autre chose, ce serait de facto condamné et ça ne passerait pas. Enfin, nommer une communauté comme ça, c'est ultra grave. Et s'il s'était permis le même comparatif avec d'autres communautés, ça ne serait jamais passé. C'est simple. Et malheureusement, on s'y est habitué, quoi. C'est simple. Aujourd'hui, on a un gouvernement. Enfin, moi, peut-être je suis le seul parce que Omar, elle n'était pas là au moment où on a eu les manifs interdites. Moi, j'ai pris 135 €. Mais j'étais là. J'ai aussi mon amende. Oui, toi, t'as pris une amende avant la semaine d'avant. J'étais évidemment présent au manif interdit. Moi, j'ai pris la semaine d'après. Mais je veux dire, Omar et moi, nous devons à tous les deux 270 € à l'État français
parce que on a dit il faut arrêter de tuer les Palestiniens, il faut arrêter de les massacrer. C'est quand même incroyable en fait que dans ce pays, le pays qui va accueillir les Jeux Olympiques de 2024, en fait, on interdise aux gens de manifester. Les gens qui me connaissent savent aussi que je suis syndicaliste chez Sudrail. Je peux vous dire qu'on en a fait des actions, hein, des actions coup de poing, des blocages, etc., de rentrer dans des sièges et autres. Jamais de la vie on a attrapé un seul syndicaliste en lui disant je vais te mettre une amende parce que ce que tu as fait, ton action, on est allé chez BlackRock, chez LVMH, on a bloqué les Champs-Élysées, on a fait tellement de choses. Jamais. Mais on voit Attends, mais même avec ton discours, tu risques bien plus. On a vu des gens qui ont été poursuivis pour les paroles. Mais il y a des gens qui, parce qu'ils soutiennent la Palestine, ont eu des comptes fermés Snapchat, Instagram et autres. Il y a des gens qu'on est venu chercher en garde à vue. Il y a des enfants qu'on est venu chercher en plein milieu de leur classe. Je veux dire, c'est ça la position aujourd'hui. On est quand même dans un État qui a voté contre par 2 fois le cessez-le-feu. L'État français ne demande même pas le cessez-le-feu, je veux dire par là. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont du sang sur les mains. Ils cautionnent le massacre du peuple palestinien et ils exigent même pas un cessez-le-feu. Macron va essayer de D'ailleurs, jeudi, il y a un pseudo-truc sur la paix, etc. Attends, excuse-moi. Où on va nous faire croire qu'il faut faire une trêve humanitaire. Mais ça veut dire quoi une trêve humanitaire? C'est donner un petit peu à manger, à boire aux gens et de leur dire bon allez, bon courage pour les bombardements prochains. Et la dernière chose que je voulais dire sur la question de l'antisémitisme. J'aimerais ta réaction sur ce qui se passe justement dans les médias et l'Arcom qui ne fait rien et ces discours qui sont de plus en plus racistes mais qui ne sont pas condamnés comme ils le devraient. Mais je veux dire, aujourd'hui, il a été interdit totalement pendant au moins 4 semaines d'avoir la moindre opposition, ne serait-ce qu'avoir un discours. Je veux dire, des historiens, des spécialistes, de la présidente de l'Observatoire du Moyen-Orient, etc., même à qui on a dit attention, vous êtes en train de justifier, vous êtes en train de défendre mais je veux dire à tout niveau, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction. Ça me rappelle la période du Covid où à un moment donné on a fermé boutique, on a appelé que des médecins et il était hors de question de parler du Conseil de défense, du fait qu'il n'y avait pas de masque, et on revient sur ces méthodes. Moi je suis totalement boycotté des médias, c'est-à-dire à aucun moment que Omar, moi on fait partie du collectif Urgence Palestine. Les Palestiniens et les Palestiniens, les réfugiés, les militants politiques sont interdits de plateau télé, ne serait-ce que pour dire ce que vivent aussi leurs familles. Il y en a, ils ont perdu des cousins, des neveux et autres, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Les seuls, c'est Meyer Habib qui faisait partie du Bétar, qui a été condamné et qui est un pseudo-porte-parole en réalité du Likoud et qui est là pour justifier le massacre, qui revendique en fait ces choses-là, qui a pignon sur rue. Je veux dire, quelqu'un comme Meyer... Oui, mais il est député, mais c'est un député qui a été condamné en justice. On a des Darmanin qui ont fait partie de l'Action française et qui ont écrit pour l'Action française. On a Madame Loiseau qui a fait partie du GUD, etc. Et on va nous expliquer que la lutte contre l'antisémitisme, c'est ces gens-là dimanche qui sont des gens profondément antisémites, du Rassemblement national qui a été fondé par un Waffen-SS qui va venir expliquer c'est quoi la lutte contre l'antisémitisme. Je te donne la parole. Merci. Enfin, non, mais juste pour dire 2-3 petites choses quand même. Mais enfin. La manifestation de dimanche n'est pas une manifestation contre l'antisémitisme, c'est une mobilisation d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour soutenir l'État d'Israël. Le président de Publicis a dit tout à l'heure à BFM TV que toutes celles et ceux qui ne seront pas dans la manifestation contre l'antisémitisme. Mais il n'est pas organisateur. S'il vous plaît, je vous ai écouté avec attention. J'ai été aux Grandes Gueules 2 ans. Je suis capable aussi, moi, de rentrer dans le truc. C'est le discours général mainstream et c'est ce qu'on va entendre jusqu'à dimanche, Sandrine. Tu verras. C'est une réalité. La préfecture de police a interdit la mobilisation qu'on avait déposée ce dimanche-là pour la Palestine, justement pour mettre la priorité sur la mobilisation contre l'antisémitisme. D'accord ? Donc, à un moment donné, je pense que la France a d'énormes et un poids historique de responsabilité dans la question de l'antisémitisme depuis Dreyfus, depuis les déportés. Moi, je travaille au triage du Bourget. Je veux dire, moi, mon ADN, il est contre l'antisémitisme profondément. Je suis petit-fils d'un tirailleur marocain qui a donné sa vie pour sauver les gens de la barbarie qui a été le nazisme. Je suis né à Sarcelles et je travaille dans un triage dans lequel, à 200 mètres de moi, il y a un bâtiment dans lequel on a déporté plus de 20 000 juifs en France. Mais même quand on parle d'un antisémitisme qui serait islamiste, Tal Brutman l'a dit, cet antisémitisme, il est factuellement européen. Il ne vient pas de l'Orient. Moi, je veux le dire avec clarté, nous ne mélangeons pas
les Juifs et les Juives de France avec la responsabilité politique de l'État colonial d'Israël et de leur dire qu'on fera, si moi personnellement je dois mettre ma vie pour protéger les Juifs de France, je le ferai. Mais qu'ils le sachent, et je veux aussi envoyer ce message-là à tous les militants, toutes les personnes qui sont touchées par la cause palestinienne, de ne jamais entrer dans ça. Et moi, je suis fier d'avoir fait avec Omar et d'autres une mobilisation qui a rassemblé quasiment 80 000 personnes, où je veux dire, on n'a pas l'œil avec Omar sur le moindre personne qui vient, même un pseudo-troll, quelqu'un qui viendra emmerder. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul slogan antisémite, pas une seule affiche, pas rien du tout. C'est-à-dire qu'on a interdit des manifestations pendant plus de 3 semaines en disant il y a des drapeaux de Daesh, des drapeaux du Hamas, des morts aux Juifs. À chaque fois, lorsqu'on a montré les vidéos, à un moment donné, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on instrumentalise en fait l'antisémitisme lorsque, comme l'a dit Omar, lorsqu'on veut faire une loi en disant antisionisme égale antisémitisme, c'est-à-dire que sionisme égale judaïsme, c'est-à-dire que vous êtes pour la colonisation, vous êtes pour l'apartheid, et donc on range les Juifs là-dedans. Et comme je le dis, rendre antisémite aussi en même temps. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça. Lorsque Emmanuel Macron dit qu'il faut un délai de décence pour interdire les manifestations, il l'a justifié de cette manière-là sur Brut en disant il fallait un délai de décence d'une 15aine de jours, alors qu'il y avait des gens en soutien au peuple palestinien qui disaient mais il y a des massacres, il y a déjà des centaines et des centaines de morts. C'est-à-dire que tout de suite, on met un niveau de hiérarchisation entre ceux qui ont le droit d'aller au Trocadéro, et ils ont eu le droit, je veux dire, moi, j'ai pas de problème sur le fait d'aller devant le Trocadéro, on va illuminer la tour Eiffel au drapeau d'Israël, etc. Mais vous expliquez aux personnes qui disent, oui, mais là, il y a aussi des massacres du peuple palestinien, laissez-nous manifester, on vous met des amendes, vous avez un kéfier, on vous met des amendes. À un moment donné, il faut pouvoir le dénoncer ici, ça, c'est pas une instrumentalisation de l'antisémitisme, je sais pas ce que c'est. Et la dernière chose que je voulais dire, Darmanin, parce que j'essaye franchement, je sais pas si tu veux revenir là-dessus dans le débat. Mais Darmanin et l'affaire des Moldaves, elle est... Mais oui, enfin, mais ça a été la quintessence. C'est-à-dire que, je veux dire par là, on a pendant 3 jours instrumentalisé la question des tags étoiles de David, des tags antisémites dans le 10e arrondissement. On a traîné dans la boue la communauté musulmane, etc., etc. Et on a trouvé un couple moldave qui était déjà en garde à vue depuis 3 jours avant. Moi, j'ai jamais vu en 3 secondes comment on chope des gens, on les envoie, on les renvoie en Moldavie. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, on peut même pas leur poser une question. Il faut savoir. Le pire, c'est que Darmanin le sait quand il prend la parole le lundi. Ils ont été arrêtés le vendredi, et pourtant il dit que ça peut venir que de l'islamisme ou de la gauche. Darmanin a écrit pour l'Action française. Le gouvernement d'Emmanuel Macron compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, Madame Loiseau, qui a été une membre du GUD. À un moment donné, moi je suis contre, je salue la position et je suis pas d'accord du coup avec Europe Écologie Les Verts, le PCF et le PS de considérer qu'il faudrait faire un arc contre l'antisémitisme avec ces personnes-là, je veux dire, et on a parlé du RN tout à l'heure, mais il y a Reconquête, il y a une personne qui a expliqué que Pétain avait sauvé les Juifs de France et qui a expliqué que les attentats terribles de Toulouse où on a tué dans l'école aux Aratora des jeunes enfants et des professeurs parce que juifs, a dit qu'ils auraient dû être enterrés non pas en France, mais en Israël. Et cette personne-là, elle va venir manifester. Et je considère que notre camp social, la gauche, avec tous les désaccords possibles et imaginables, les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai des désaccords avec la gauche institutionnelle et autres. Mais notre place n'est pas dans une mobilisation qui va être le positionnement de soutien à l'État d'Israël et au massacre. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Oui, mais alors à gauche aussi, on doit dire clairement une chose. Mais alors, on doit dire aussi clairement une chose à gauche, c'est que lutter contre l'antisémitisme, ce n'est pas soutenir le gouvernement de Benjamin Netanyahou. On peut parler de l'antisémitisme en France sans faire référence à la question mais on ne pourra pas. Je dis chiche à Madame Seban d'accueillir des collectifs de soutien à la Palestine, venir avec des drapeaux et dire qu'ils dénoncent l'antisémitisme et venir voir s'ils vont être accueillis. Vous savez très bien que les gens qui sont soutiens à la Palestine ne pourront pas venir. Vous pouvez pouvoir dire aussi que la lutte contre l'antisémitisme est un sujet fondamental et ne pas le corréler automatiquement à la question du Proche-Orient. Mais c'est pas nous qui le corrélons. L'antisémitisme existe en France indépendamment de la situation au Proche-Orient, que l'antisémitisme a toujours existé, il existera toujours, même quand cette situation peut-être, espérons-le, sera réglée, et que l'antisémitisme est un fléau, et qu'on peut organiser des marches contre l'antisémitisme indépendamment de ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça, on ne l'entend pas. Mais on le dit avec une clarté terrible. On le dit avec une clarté terrible. Je veux dire, nous, on milite. Moi, j'ai dans les organisations
organisations dans lesquelles je milite, des juifs et des juives de France qui sont des gens précaires, qui étaient là pendant les retraites, qui sont là pour les salaires, qui sont là pour dénoncer les massacres de la Palestine. Et je veux dire par là, ce n'est pas dans une coalition avec une classe bourgeoise qui instrumentalise en fait pour soutenir l'État d'Israël, parce que c'est ça, je veux dire, ce sont des personnes qui refusent de voter, ne serait-ce que cessez-le-feu. Cessez-le-feu, c'est une position la plus minimale à un moment donné. Mais c'est la même chose. Un point très important, deux choses. La première, c'est que considérer que l'appel à une mobilisation de la part de la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement du côté, qui est parti voir les généraux de l'armée israélienne, les mêmes qui ont dit que on avait affaire à des animaux humains, etc., que cette personne-là appelle à une mobilisation soi-disant contre l'antisémitisme n'est pas une manœuvre politicienne, c'est se tromper, je veux dire. Et je pense que, et là j'en veux à Sandrine Rousseau, mais pas qu'à Sandrine Rousseau en tant que personne, mais les organisations politiques qui ont fait partie de la NUPS, je pense qu'elles ont lâchement laissé la situation dans laquelle on est. Je trouve, moi je suis en total désaccord avec énormément de choses. Je ne suis pas à la NUPS, mais je trouve que la manière dont les choses elles se sont faites et comment on a laissé isoler Jean-Luc Mélenchon se faire savater sur les plateaux télé et qu'on va tous, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ADN et de solidité. C'est-à-dire que à défendre, Anas, il est difficile. C'est à un moment donné, il faut savoir tenir bon la barre et être capable. Parce que si on nous a interdit des manifestations, si on galère, je veux dire, moi j'ai parlé avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts lorsqu'on leur a dit au début dans les premières manifestations, venez place de la République, on nous a dit c'est interdit, mais Sainte-Soline c'était interdit aussi et ça vous a pas empêché de venir avec des bottes et affronter ce que vous saviez. Pourquoi c'est possible de venir dans une manif interdite au fin fond de Sainte-Soline et faire face à la gendarmerie et de pas venir. Alors après, vous êtes venu à Châtelet, mais c'était le 19. C'était le 19 octobre. C'était 10 jours plus tard. On y est allé. Oui, ça mais va. les deux premières semaines, vous vous êtes rangé du côté de la parole gouvernementale, où au final vous avez laissé le camp de la gauche et vous avez laissé isoler tout le monde. Et je pense que manifester contre l'antisémitisme avec ses pires ennemis, c'est quel est le résultat? C'est-à-dire que vous normalisez le fait que le Rassemblement national, même si vous prenez 10 couloirs différents, ça reste uniquement le fait qu'il y a eu un appel commun, il y a eu une concorde avec Reconquête et autres, et moi je veux qu'on les oublie pas parce qu'on parle du Rassemblement national, mais je trouve que les positions de Éric Zemmour et de tous ceux qui font, je veux dire, ça garde sa sécurité, c'est le GUD à Éric Zemmour. Donc à un moment donné, il va venir avec des gens du GUD qui vont assurer sa sécurité, mais à un moment donné, je sais pas, moi je vais pas manifester contre l'islamophobie avec les pires islamophobes sous prétexte que si j'étais pas là, c'est pas bon pour la cause. Je pense qu'il va falloir, et nous on discutera, de voir comment on lutte autour de l'ensemble du racisme qui existe. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que c'est ça que je trouve dommage. Il y a des mosquées qui ont été tagués avec des signes néo-nazis. Il y a des femmes qui ont été agressées, etc. Sur les réseaux sociaux, on menace des gens. Il y a des spaces et autres. À aucun moment, en fait, tout ce qu'on entend d'islamophobie n'est dénoncé. Moi, j'ai rien à faire dans une manif contre l'antisémitisme avec des gens qui ont interdit à des jeunes filles de pouvoir entrer dans une école avec des jupes longues ou des choses comme ça. Je n'ai rien à faire avec un groupe qui va préparer la loi immigration, qui compte les gens dans les bateaux de qui peut venir, qui peut pas venir, et qui est incapable même de dire le cessez-le-feu. Je pense que vous êtes nos ennemis. Le gouvernement est un ennemi de classe, est un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Et qu'à un moment donné, nous ne sommes pas dupes du fait que vous êtes en train... Je conclue, après moi, j'aurais pas besoin de reprendre la parole. Parce qu'il y a une question pour toi. Oui, d'accord, ok. Mais juste en une phrase. Il ne faut pas être dupe de la stratégie du gouvernement sur ce qui est en train de se passer en Israël, parce que derrière, la France recule, l'impérialisme français recule au Sahel, en Afrique et ailleurs. La France a été, aujourd'hui, votre gouvernement a été mis en minorité depuis le début de l'année. On a vécu 5 mois de grève, des mobilisations immenses dans les banlieues. Et le gouvernement a peur de ça. Lorsqu'on interdit, en fait, le fait de gens de se rassembler, lorsqu'on dit on a peur que les quartiers populaires viennent, c'est qu'on a peur de la mobilisation, on a peur que ça s'exprime. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, contre ce gouvernement, contre sa politique de soutien
sans faille de l'État d'Israël, il va falloir que l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, des organisations syndicales, politiques, de la gauche institutionnelle et autres, que tout le monde mette leurs militants. Que de la même manière que Sandrine Rousseau va dire il faut aller à Sainte-Soline, il faut défendre la méga-bassine, il faut être contre les autoroutes de la 69, dire j'appelle l'ensemble des écolos de France et de Navarre à venir avec leurs drapeaux Alternatiba, les Amis de la Terre, Greenpeace et autres, venir dans des mobilisations qui dénoncent les massacres du peuple palestinien. Et je pense que tant qu'on a des positions où on n'est même pas capable de dire que non, c'est niette de manifester aux côtés de Reconquête, Darmanin, Marine Le Pen, Meyer Habib, etc., les pseudo-porte-parole du Likoud, à un moment donné, je pense que la gauche, elle est en train de prendre un mauvais signal et un mauvais tournant. Pardon. Une partie de la gauche. Dans ce que tu disais par rapport à Reconquête, moi, ce qui me choque directement, ce qui est venu dans ma tête, c'est qu'on a entendu appeler à la dissolution d'LFI, mais on ne l'a jamais entendu pour Reconquête, alors que c'est un parti qui est profondément raciste. On a dit que Philippe Poutou était le porte-parole du Hamas en France. Comment on peut dire ça d'un candidat à la présidentielle, de gens qui ont une clarté dans, je veux dire, un ouvrier syndicaliste de Ford qui s'est fait licencier, on a osé le dire. Moi, j'apporte tout mon soutien aux camarades du NPA qui sont menacés. Je veux dire, on les a convoqués en justice. Les menaces qui ont été faites à la France Insoumise, et on devrait être là, debout.